Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no life. Coucou aux gens qui réussissent. Et à ceux qui ne sont rien. Aujourd'hui, on va analyser un reportage d'un JT de France 2 dont le texte de la voix off aurait pu être écrit par Emmanuel Macron lui-même. Comme pour le PDF de Pôle emploi sur l'entretien d'embauche d'ailleurs. Il date du 26 octobre 2014 et il fait saigner les oreilles. On ne perd pas de temps, voyons voir ce que ça donne. Waouh! C'est la première fois que je vois quelqu'un pressé de voir ses oreilles saigner. Et la peur de perdre son emploi est une angoisse profonde née de la crise et qui a gagné toutes les classes sociales. C'est le constat de la psychanalyste Claude Almos. Bon, déjà, il s'appuie sur le travail d'une psychanalyste. Sachez que la psychanalyse n'est pas un domaine reconnu fiable scientifiquement. On pourra en dire beaucoup là-dessus d'ailleurs, mais on va pas s'y attarder ici. Qui signe un brûlot sur les conséquences psychologiques, perte de confiance, sentiment d'inutilité, dépression. Voici le reportage de deux femmes qu'ont rencontré Raphaël Chapira et Eloane Martin. Tout ça, c'est 3 années de recherche d'emploi, 500 réponses négatives pour 1800 candidatures, spontanées ou non. À 52 ans, Sophie Ancard a tout essayé pour retrouver du travail. Victime d'un plan social. Alors, un plan social, c'est un terme en langue de bois pour parler de licenciement collectif. Et la langue de bois, c'est un terme en langue de bois pour dire qu'on prend les gens pour des cons ou qu'on se fout de leur gueule. Au début, cet ancien employé de l'industrie du disque est convaincu que cela ne va pas durer. Mais le temps passe et toujours rien. J'ai compris que c'était la recherche d'emploi en fait qui me minait. Voilà, la recherche d'emploi en elle-même, donc les échecs, l'échec, l'échec, répétition, échec, espoir, échec. Alors Sophie Ancard se laisse aller. Ouch! Alors là, on a une formule quand même bien culpabilisante pour la chômeuse, hein. Ce qui est d'autant plus violent quand on entend ce qu'elle dit juste après. Comme on se déteste en plus, on fait plus attention. On a tendance à se détester aussi quand on est au chômage. Vu qu'on est dans une spirale d'échecs, on se déteste puisqu'on culpabilise. Elle prend 20 Voilà. kilos. C'était utile, sérieux, de parler de son poids? Là, elles sont juste en train de dire qu'elle devenait une grosse vache parce qu'elle ne foutait plus rien de ses journées, hein. Un des clichés associés aux personnes grosses, c'est d'ailleurs la fainéantise. Bref, paye ta grossophobie. Et sombre dans une dépression profonde. Le travail, c'est le pilier, c'est la colonne porteuse. Et si elle s'effondre, bah, voilà, quoi, vous êtes en dessous, puis c'est bon. J'avais envie de me jeter du haut de mon balcon, c'est vrai. Bah oui, on a envie de mourir, on se sent inutile, on a envie de mourir. Si on prend le passage tel quel, on retient qu'en gros, le travail c'est la santé, et qu'on ne peut pas être heureux ou heureuse, ou entre guillemets, réussir sa vie sans le travail. Donc il est sacralisé en tant que valeur. Mais c'est peut-être moi et mon biais que je ne saurais qualifier, mais entre le fait que le montage reprend direct sur cette phrase et que je trouve qu'elle dit ça d'une manière un peu particulière, Bah oui, on a envie de mourir, on se sent inutile, on a envie de mourir. ça me donne l'impression qu'elle ne voulait pas littéralement dire ça. Comme si elle voulait reprendre cette idée pour la critiquer ensuite. Mais évidemment, je n'en suis pas sûr et je ne peux pas le confirmer. Après ça, on enchaîne sur un passage assez court avec la fameuse psychanalyste. La dépression due au chômage. Un mal qui peut atteindre même les plus forts, explique cette psychanalyste. Un traumatisme, pas assez pris au sérieux. Quand des gens, après une guerre, reviennent du front, dans une société civilisée, normalement, on a de la considération pour eux, on a de la compassion et surtout, on essaye de les aider, de les soigner, etc. Les blessés de la guerre économique, personne ne les soigne et en plus, on leur renvoie d'eux une image méprisante. Là, la voix off, elle nous dit que c'est le chômage lui-même qui cause la dépression et non cette société qui nous matraque cette fameuse valeur travail sans qui on n'est rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je reviendrai sur cette notion après. Mais au moins en revanche, il faut avouer que la psychanalyste dit quelque chose d'intéressant. Même si la métaphore avec la guerre peut paraître bizarre, elle dit au moins qu'il y a une souffrance générée par cette guerre économique comme elle dit, que je vais interpréter comme le capitalisme. Et elle dénonce la culpabilisation envers les chômeurs et chômeuses. Donc ouais, c'est la psychanalyste qui est en train de sauver les meubles là, hein. La honte.
Ça a été le premier sentiment de cette mère de famille lorsqu'elle a reçu sa lettre de licenciement. Elle ne dit pas à ses amis qu'elle a perdu son emploi, juste à son mari et à sa fille. Elle me disait, mais qu'est-ce que vont dire tes copines quand elles vont apprendre que ta mère est au chômage? On fait peur aux gens, parce qu'en fait on leur renvoie une image que ça pourrait leur arriver aussi. Donc je crois que c'est ça le fond de l'histoire. Pendant ces quelques mois, les rôles s'inversent et c'est Laura qui s'inquiète pour sa mère. Honnêtement, les cookies, quand je me levais le matin, je pensais à ma mère, comment elle allait affronter sa journée. Il est intéressant le affronter de la fille parce qu'il montre bien la difficulté de la situation et comment elle est vécue. Comment elle est son humeur, qu'est-ce qu'elle allait faire, quoi. On se demande aussi comment est-ce qu'on va réussir à la remotiver. Comment lui redonner la pêche qu'elle a toujours eue, la niaque. Et ça, c'est déjà plus dur à faire. Une période qui a laissé des traces. Chez Claire, le besoin de pousser sa fille toujours plus loin dans ses études. Chez Laura, l'idée que le monde du travail est une jungle. Même des collègues avec qui on peut très bien rigoler, s'ils peuvent avoir notre place, ils n'hésiteront jamais deux fois. L'empathie n'existe pas. C'est dur ce que vous dites. Oui, mais malheureusement, c'est vrai. Si Claire Tanguy et sa fille ont aujourd'hui retrouvé le sourire, c'est parce qu'elles n'ont jamais cessé de se parler pour que le chômage ne soit surtout pas un tabou. Et le reportage finit comme ça. On a donc une note dure pour la fin, mais du coup, aucun commentaire de cette situation. Aucune critique. La seule chose que ce reportage nous dira sans le dire, c'est d'accepter cette réalité. Et vu le speedrun qu'a été l'intervention de la psychanalyste, on va être honnête. Les 3 secondes de critique contenues dans ce reportage ont déjà été digérées et oubliées à la fin du reportage, surtout avec les mots chocs de la jeune fille. Et il faut pas oublier que dans un JT, normalement, les sujets s'enchaînent. Donc on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on vient de voir, surtout quand on le regarde en direct à la télé et non en vidéo sur internet, où au moins on peut faire pause techniquement. Il y a vraiment quelque chose d'ironique dans ce reportage. Il nous dit que le travail est une valeur et en même temps que c'est une jungle. Alors oui, un reportage ou un article supposé neutre, oui je dis bien supposé, est censé nous présenter plusieurs points de vue, mais on n'a que quelques secondes qui sont réellement critiques si on regarde bien. Ouais, mais ça me fait penser à ma question du tout début. Pourquoi les chômeurs et les chômeuses sont si mal vus alors? Les patrons doivent porter des lunettes qui grossissent leurs préjugés. Bah en fait ça rejoint ta question de la fin de la partie précédente quand tu demandais pourquoi les gens n'étaient pas choqués par le mépris affiché lors des entretiens d'embauche. Je pense que pour comprendre ça, il faut s'intéresser à l'historique de ce qu'on appelle la valeur travail au sens idéologique du terme. Oui, parce qu'il y a aussi un sens économique. Comme d'habitude, je fais ça en amateur, donc ce sera un peu approximatif. Donc, voilà mon résumé de ce que j'ai compris. La valeur travail n'existait pas vraiment à l'époque de l'Antiquité, à part dans le mot d'origine de travail qui est trépalium, qui désigne un instrument de torture à 3 pieux. Autant dire que ça a désigné un truc pas cool. Le syndicat des bourreaux sadiques me fait remonter à l'oreillette que ton propos est orienté. Dis-leur que je les emmerde. Ça a apparemment commencé à être une valeur avec le christianisme. Selon un économiste et sociologue qui s'appelait Max Weber, ce serait particulièrement la base idéologique du protestantisme, qui est l'une des branches du christianisme. Cette branche a commencé au XVIe siècle selon Wikipédia, donc ce serait à partir de cette époque que le travail a commencé à être considéré comme une valeur. En fait, il avait analysé le texte d'un moine du nom de Luther, où on voyait notamment que le travail était pour lui un moyen d'obtenir son salut, c'est-à-dire d'avoir la vie éternelle auprès de Dieu après la mort. Je sais pas si Luther était d'accord avec ces notions-là en tant que protestant, mais si c'était le cas, concrètement, le but était d'aller au paradis et non en enfer, quoi. Il y a un historien et sociologue qui s'appelle Jacques Ellul qui affirme que la valeur travail est une invention de la bourgeoisie qui s'était emparée du pouvoir au XVIIIe siècle. C'était une bourgeoisie qui considérait que le travail permet d'accéder au bonheur matériel, et que c'est une bonne chose pour elle, j'imagine. Alors, forcément, ils font travailler les classes plus basses qu'elles, mais elles-mêmes, elles travaillent. Bon, ça doit pas être le même type de travail par contre, hein. Ils font des trucs mieux payés et moins fatigants physiquement, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est très probable, mais j'ai pas les infos là-dessus pour cette époque. Ça s'est poursuivi au 19e siècle où on disait carrément que le travail était émancipateur. Alors émancipateur de quoi? Je me demande bien, mais j'ai pas vraiment compris comment c'est supposé l'être, hein. Mais c'est une idée qui a été transmise par des courants idéologiques pourtant assez différents à ce que je sache, à savoir le libéralisme et le socialisme. Sérieux? Non, sérieux? Bon, après il faudrait définir les termes, mais je suis pas sûr qu'on parle du libéralisme forcément sur l'aspect économique du mot, ou que de cet aspect, et pour le socialisme, oh putain qu'il y en a des définitions. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, le premier est un courant de pensée de droite, alors que le deuxième en est un de gauche. Dans le XXe siècle, la valeur travail a servi aux dictatures pour nous faire avaler leur propagande, et même à coup d'antisémitisme pour les nazis, hein. Oui, parce que un des clichés sur les juifs, c'était qu'ils étaient feignants et profiteurs du travail des autres. Ah bah tiens, comme pour les gros de tout à l'heure, bizarre. Après la Deuxième Guerre mondiale, la valeur travail a servi pour reconstruire les pays dévastés par la guerre. Avec la modernisation, l'informatisation et le fait que ce qui devait être reconstruit a depuis été reconstruit, la valeur travail devient de plus en plus absurde dans notre société actuelle. Au passage, on n'a jamais été aussi productif qu'aujourd'hui, mais on n'a plus autant besoin de main-d'œuvre humaine pour ça. Heureusement, le mouvement ouvrier, tout en glorifiant sa souffrance, ne pouvait pas ignorer les conséquences de cette souffrance sur leur santé, leur morale, leur capacité à apprécier la vie. Alors, la revendication principale des travailleurs a toujours été de travailler moins. Ce qui est une horreur pour les dirigeants qui pensent que jouer, ça leur est réservé. La revendication traditionnelle de la fête des travailleurs du 1er mai, c'était la journée de 8 heures, à une époque où les gens travaillaient jusqu'à 15 heures par jour. Et ils ont bien été aidés par le fait que, comme on l'a vu, être pour ou contre le travail est une chose complètement dérisoire quand on constate que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, la quantité de travail nécessaire pour produire la même chose ne fait que diminuer en permanence, au point qu'on peut se demander si le travail n'est pas destiné à disparaître complètement un jour. Et on devrait s'en réjouir. Il serait peut-être temps que les travailleurs se rendent compte que les philosophes grecs avaient raison. L'humain n'est jamais plus heureux et épanoui que lorsqu'il peut passer son temps à jouer sans s'imposer un travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin d'esclaves pour proposer cet avenir à tout le monde. Bon, ok, à part si les machines ont une conscience. Mais bon, ça c'était une autre vidéo, c'est pas le sujet du jour. Le maintien de cette valeur est donc purement idéologique et, j'ai envie de dire, irrationnel. Histoire d'embaucher quand même des gens, la société a inventé des bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois qualifiés comme inutiles ou encore vides de sens. Ah oui, et puis ça permet aussi aux défenseurs de cette valeur travail de dire que comme ça donne un sens à notre vie, ce serait les aides sociales qui feraient qu'on ne peut pas s'épanouir, être une personne complète ou ce genre de truc. Bon là je vous l'ai fait courte, hein. Il y a plusieurs choses qui pourraient être développées, mais de préférence par des personnes bien plus compétentes que moi. Bref, on peut voir que les chômeuses sont entourées de cette violence qu'on leur renvoie en pleine face, que ce soit par les organismes pour l'emploi, par les médias et même par les proches. Et donc, cette violence n'est pas sortie de nulle part et qu'elle a même toute une histoire avec la valeur travail propagée à travers différentes époques par des idéologies dominantes variées et pour des raisons tout aussi variées. Et il y a toujours une excuse pour faire accepter, surtout aux classes en bas de l'échelle sociale, le travail pénible, même quand on n'en a plus autant besoin qu'avant. Et là, on parle des pauvres, mais ça marche aussi avec les personnes racisées, qui cumulent les deux d'ailleurs, vu que le racisme va bien les faire galérer à monter dans l'échelle sociale. Ça me rappelle ta vidéo Réflexion 9 où tu avais abordé le racisme systémique. Mais finalement, c'est quoi le travail? Quelqu'un qui ferait un élevage de licornes dans son jardin, non pas pour son emploi, mais juste pour qu'elle vive heureuse et que la personne est épanouie à faire ça. Bah, c'est bon, non? Elle est raccord avec la valeur travail. Alors pourquoi il a l'impression qu'elle serait quand même mal vue? Je pense qu'il manque un élément clé pour ça. Ça s'appelle le capitalisme, ma gueule! Et ouais, si les gens qui sont d'accord avec l'idéologie dominante ne voient pas en quoi ton activité va contribuer à cette société qui a quand même pas mal pour but le profit, la croissance économique, tout ça, et bah ça passe moins.
À la limite, pour les moins chiants, si ton activité a une espèce de tampon emploi entre guillemets qui contribue à la société sans la recherche du profit, bon, ça passe, hein, mais bon, je pense que c'est pas par hasard qu'on tape autant sur les fonctionnaires, hein. Ouais, pour beaucoup de gens, si tu pars soi-disant de rien en créant ta petite entreprise et que tu arrives à gagner 1 milliard en un mois, comme ce que prétendent certains types dans des vidéos sur internet, t'es le boss du game. Avec la valorisation de ta belle bagnole, ta belle montre, ton beau costume, bref, tes richesses quoi. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je vois. Mais les chômeurs et chômeuses ne peuvent rien faire quand ils sont maltraités. Il n'y a pas des trucs pour que ça change. Et bien justement, dans la dernière partie que j'ai actuellement prévue pour cette série de vidéos, on va parler des syndicats et associations pour les personnes au chômage en France. Quoi, ça existe? Il faut que je vois s'il y a ça chez moi. Je sens que ça va me servir bientôt, ça. Ouais, mais vous verrez qu'il y en a qui ont l'air mieux que d'autres, hein. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Cordialement.